Depuis que les scientifiques ont commencé à prendre conscience et à s'inquiéter de l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, ils ont cherché à appliquer les lois de la physique au système atmosphérique afin de modéliser son comportement et de comprendre le rôle joué par le CO2 dans la régulation thermique du climat. Cette démarche n'est pas nouvelle. Le premier à avoir tenté de calculer cet effet, en se basant sur les lois développées auparavant par des scientifiques comme Joseph Fourier, John Tyndall ou Claude Pouillet, fut Svante Arrhenius, physicien et chimiste suédois, qui détermina en 1896, au terme d'un travail de titan, qu'un doublement de la quantité de CO2 dans l'atmosphère pourrait faire monter la température globale d'environ 5 degrés. Il faut bien sûr tenir en compte qu'à cette époque, tous les calculs étaient faits à la main. Son estimation n'avait peut-être pas la même précision que celle des modèles actuels, mais l'ordre de grandeur était bel et bien correct, et tout à fait suffisant pour démontrer dès cette époque que les variations du CO2 atmosphérique étaient derrière les alternances climatiques du quaternaire. Les travaux de Svante Arrhenius consacrés au changement climatique furent cependant oubliés pendant une bonne partie du XXe siècle. Il est intéressant de noter que pour ce savant, cette augmentation de la température n'était pas vue comme quelque chose de négatif. Selon ses propres propos, nous entendons souvent des lamentations sur le fait que le charbon stocké dans la terre est gaspillé par la génération présente sans aucune pensée pour la future. Nous pouvons trouver une sorte de consolation dans la considération que ici, comme souvent, il y a un bénéfice d'un côté pour un dommage de l'autre. Par l'influence de l'accroissement du pourcentage de l'acide carbonique dans l'atmosphère, nous pouvons espérer profiter dans le futur d'un climat meilleur et plus équitable, spécialement en ce qui regarde les régions les plus froides de la Terre. Dans le futur, la Terre produira des cultures beaucoup plus abondantes qu'actuellement, au profit de l'accroissement rapide de l'humanité. La préoccupation des scientifiques se réaviva après la Seconde Guerre mondiale, mais la démonstration expérimentale de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère dut attendre 1958. Cette année-là, l'Institut d'océanographie Scripps entreprit de mesurer avec précision la teneur en CO2 de l'atmosphère à l'observatoire du Mauna Loa à Hawaï. Ce lieu fut choisi car il est situé à une distance considérable des principales sources d'émissions de CO2, telles que les industries ou la végétation, ce qui permet d'obtenir des mesures assez fiables de la composition moyenne de l'atmosphère. La précision des mesures qui sont effectuées permet de distinguer deux types de variations du CO2 atmosphérique. On observe en premier lieu des cycles interannuels de faible amplitude qui sont liés à l'alternance des saisons dans l'hémisphère nord, ce qui donne une assez bonne idée de la sensibilité de ces mesures. Sur une échelle de temps beaucoup plus longue, c'est par contre l'augmentation continue du CO2 dans l'atmosphère qui attire immédiatement l'attention. Le CO2 n'est mesuré au Mauna Loa que depuis 1958, et il n'y a bien sûr aucune mesure de ce gaz à l'époque pré-industrielle. On estime cependant par une série d'extrapolations que sa teneur devait être alors d'approximativement 280 parties par million. Cette valeur s'est maintenue à peu près stable au cours des derniers 6000 ans. Depuis lors, l'homme a rejeté dans l'atmosphère environ 1,5 trillion de tonnes de CO2. Croire, comme certains l'affirment, que cela n'a aucune influence sur la température globale de l'atmosphère relève bien sûr de la malhonnêteté intellectuelle. Pour en revenir à la modélisation du système atmosphérique, la préoccupation suscitée par les mesures incontestables faites à l'observatoire du Mauna Loa conduisit la NASA dans les années 80 à développer les premiers modèles atmosphériques modernes et de prédire pour la première fois la montée à venir des températures avec un certain degré de confiance. Le 23 juin 1988, James Hansen, responsable de ce projet à la NASA, déclare devant le Sénat des États-Unis que le réchauffement de la planète était désormais une réalité bien avérée et incontestable. Altogether, this evidence represents a very strong case, in my opinion, that the greenhouse effect has been detected and it is changing our climate now. Le danger du changement climatique était dès lors connu de toutes les administrations et de toutes les grandes entreprises du secteur des hydrocarbures, qui à la même époque étudièrent le phénomène du réchauffement climatique pour leur propre compte, parvenant à des résultats très similaires à ceux obtenus par la NASA. Personne, absolument personne, ne pouvait dès lors ignorer la réalité des faits, qui furent plus tard dissimulés ou sciemment faussés par ces entreprises dans l'un des plus cyniques exercices de négation de la réalité et de mensonges systématiques de tous les temps.
Alimentés par une manne de dollars, ces campagnes de déni systématique nous ont fait perdre beaucoup de temps et ont longtemps obligé les climatologues à être extrêmement prudents. Conséquence de cette prudence, les modèles développés par les climatologues ont longtemps été relativement optimistes et ont conduit les nations à se fixer des objectifs qui devaient absolument sembler atteignables. Les limites de 1,5 et de 2 degrés de réchauffement à ne pas dépasser, adoptées au cours des successives conférences climatiques, semblaient suffisamment lointaines pour pouvoir être acceptées par tout le monde. La vertigineuse accélération de la montée des températures au cours des dernières décennies oblige désormais les climatologues à revoir leurs modèles. Alors que les autorités mondiales s'accrochent encore à ce rêve des 1,5 degrés, les modèles les plus récents sont déjà bien moins optimistes. Le dernier modèle développé par Météo France et les principaux instituts de climatologie français le montre très clairement. La courbe la plus optimiste ne descend pas en dessous des 2 degrés de réchauffement à la fin de ce siècle. Est-ce à dire que ce modèle est réellement plus réaliste ? Le problème fondamental de tous les modèles n'est pas tant la façon dont ils effectuent leurs calculs, mais bel et bien un problème d'étalonnage. La teneur en CO2 de l'atmosphère est actuellement d'un peu plus de 420 parties par million, et la température moyenne globale annuelle a été de 14,8 degrés en 2023. Tous les modèles vont caler leur courbe d'évolution de la température sur ce point et calculeront ensuite sur cette base la future augmentation de la température. Savons-nous, cependant, quelle température devrait dans la pratique correspondre à ce niveau de 420 ppm ? C'est ici que devraient intervenir les données de la géologie, afin d'étalonner les modèles développés. Pour cela, je vous propose d'examiner les courbes d'évolution du CO2 et de la température moyenne globale qui ont été reconstruites pour les derniers 66 millions d'années à partir de l'étude des sédiments marins. Le parallélisme des courbes du CO2 et de la température moyenne globale confirme une fois de plus l'étroite relation existante entre ces deux variables. Les variations de la température s'expliquent principalement par les variations de la teneur en CO2. Cela ne signifie pas que d'autres facteurs aient pu influer, mais leur importance est mineure sur le long terme. Si nous acceptons l'idée que sur des périodes de temps longues, de quelques millénaires, la température moyenne globale finit par s'équilibrer avec la teneur en CO2 de l'atmosphère, la question de savoir quelle était la température moyenne globale la dernière fois que l'atmosphère eut la même composition de 420 parties par million prend tout son sens. La plupart des études indiquent qu'un tel niveau de CO2 était celui de l'atmosphère au Pliocène, époque à laquelle la température moyenne globale était d'environ 3 degrés supérieure à celle de l'époque pré-industrielle. Qu'est-ce que cela signifie très concrètement pour nos modèles ? Il est évident que malgré les profondes blessures que nous avons infligées à la nature, les processus physiques et chimiques en œuvre sont les mêmes aujourd'hui qu'au Pliocène. Cela signifie donc que si notre atmosphère contient actuellement 420 parties par million de CO2, avec une claire tendance à la hausse, la température moyenne globale devrait finir par s'équilibrer avec le CO2 et atteindre un niveau similaire à celui atteint au Pliocène. Or, la température moyenne globale n'a pour l'heure augmenté que d'un peu plus de 1,4 degré. Pour atteindre un équilibre semblable à celui du Pliocène, la température moyenne globale devrait encore augmenter d'environ 1,6 degré. Tout cela sans même augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Autant dire, si cette petite réflexion tout à fait empirique est correcte, que nous avons bien du souci à nous faire. Une chose est sûre, ces limites de 1,5 ou 2 degrés auxquelles s'affairent encore nos autorités seront probablement très prochainement dépassées. Nous frôlons déjà les 1,5 degrés, et les 2 degrés seront probablement atteints en quelques décennies. Et si, au lieu de croire ce que calculent les modèles, nous commencions à croire ce que nous racontent les sédiments? Ce faisant, tout me pousse à croire que 3 degrés d'augmentation de la température moyenne globale est le minimum que nous allons nous prendre, car il s'agit là du niveau de température du Pliocène, époque à laquelle la teneur en CO2 de l'atmosphère était similaire à l'actuelle. En supposant bien sûr que nous cessions rapidement d'émettre du CO2 dans l'atmosphère, ce qui ne semble pas du tout évident
sachant que la consommation d'hydrocarbures n'a cessé de croître jusqu'à présent. Le plus probable est que nous atteignions les 4 ou 5 degrés de réchauffement si tout va bien. Et si nous ne réagissons pas rapidement, je préfère ne pas le savoir. Il sera, dès lors, trop tard pour sauver quoi que ce soit. Haroun Tazieff, vous êtes en train de paniquer les populations, là.